je vais parler maintenant de notre place dans le cosmos. Alors, de tout temps, dans toutes les cultures, l'homme a essayé de mettre un visage familier au cosmos qui l'entoure. Et donc, il y a quelques dizaines de milliers d'années, l'homme vivait dans ce qu'on appelait un univers mythique, c'est-à-dire il pensait que tout ce qui se passe autour de nous, les phénomènes physiques, les étoiles, les planètes, les arbres, etc., tout était l'action de Dieu. Et donc, en fait, l'homme subissait aveuglément ces forces divines sans vraiment les comprendre. Et donc, ces mythes variaient de culture en culture. Ici, vous voyez par exemple le mythe égyptien. Donc, pour eux, le ciel était le corps d'une belle déesse, la déesse Nout, et les étoiles, bien sûr, sont ses bijoux. Et vous voyez ici le dieu Ra, donc le disque solaire, qui traverse le corps de la belle déesse pendant le jour et revient la nuit sous-sol. C'est pourquoi on ne le voit pas. Alors, pour les Indiens, c'est la danse du dieu Shiva, ici représentée, qui représente la naissance du monde. Vous voyez, il danse sur la forme prostrée de l'ignorance, et dans ses multiples bras, il a des tambourins qui l'agitent, et donc c'est le son de ces tambourins qui crée le monde, d'après les Indiens. Et vous voyez ici l'intuition extraordinaire, il danse au milieu déjà d'une flamme. Et vous verrez tout à l'heure qu'on pense maintenant, dans la version moderne de la naissance de l'univers, qu'il est parti d'un état extrêmement chaud. Donc ça, c'est intéressant, cette intuition de flamme déjà dans l'univers mythique indien. Dans ma partie du monde, dans l'Orient, donc ce n'est pas tellement les dieux qui façonnent la nature et l'univers, mais l'interaction de deux forces polaires, le yin et le yang, ici représentés. Vous voyez, donc c'est l'interaction de ça la lune, par exemple, ce sera le yin, le soleil sera le yang. Donc tout ça, ça façonne l'univers. Alors cet univers mythique durera jusqu'au 5e siècle environ avant Jésus-Christ. Et alors, à cette période, au bord de la Méditerranée, dans un pays qui s'appelle Ionie, qui s'appelle aujourd'hui Grèce, une poignée d'hommes extraordinaires eurent l'intuition de se dire que peut-être que la raison humaine pouvait comprendre ce qui passait à l'univers et qu'on ne devait pas s'abandonner aveuglément aux forces des dieux. Et donc les Grecs se penchèrent sur toutes sortes de problèmes. Ils se penchèrent par exemple sur la constitution de la matière. Vous savez, Démocrite et Leucippe déjà pensaient qu'il existait des particules insécables, élémentaires, qui constituent toute la matière. Intuition qui ne sera vérifiée que 20 siècles plus tard avec nos accélérateurs modernes. Et donc ils se penchèrent aussi sur les mathématiques. Ils furent les premiers à dire que le langage de la nature sont les mathématiques et il faut parler mathématiques pour comprendre comment elles fonctionnent. Et donc ils se penchèrent aussi, bien sûr, sur un modèle univers. Donc, c'est le premier modèle géométrique dans l'histoire de l'humanité. Et bien naturellement, ils pensèrent que nous étions au centre du monde. La Terre était au centre du monde. Alors, méprise, on sait que c'est une méprise aujourd'hui, bien compréhensible, parce que vous savez, quand vous regardez le soleil se lever, il se lève à l'est et se couche à l'ouest, et on voit le soleil, on pense que le soleil se déplace dans le ciel, atteint le zénith, donc un point maximum au-dessus de l'horizon, et puis il se couche. Et on pense naturellement que c'est le soleil qui se déplace et que nous sommes immobiles au centre du cercle que décrit le soleil. Et donc, ils n'auront jamais pensé que, nous savons aujourd'hui que bien sûr c'est la rotation de la Terre qui est responsable du lever du soleil et du coucher du soleil. Hein. Le soleil en fait, tout son mouvement apparent vient de la rotation de la Terre. Donc
Donc, c'est bien compréhensible, mais une méprise quand même qui durera 20 siècles. Vous verrez, elle durera jusqu'à 1543, jusqu'à la Renaissance, jusqu'à que Nicolas Copernic déloge la Terre de sa place centrale. Alors, les Grecs aussi eurent l'intuition que pour bâtir une théorie scientifique, il fallait aussi observer. Vous savez, observer le ciel. Il ne s'agit plus de discours purement métaphysiques, mais avoir des observations et avoir une théorie, donc, et donc tester cette théorie contre les observations. Si la théorie prédit des choses qui sont contre les observations, il faut modifier cette théorie. Hein. C'est le début de ce qu'on appelle la méthode scientifique qui sera vraiment atteindra son apogée seulement à la Renaissance au XVIe siècle. Mais donc les Grecs, bien sûr, firent des observations précises, enfin relativement précises des positions des planètes, et ils s'aperçurent quand même qu'il y a des mouvements qu'un simple modèle où la Terre est au centre, vous voyez que tout tourne autour de la Terre, n'explique pas. Donc le Soleil et puis toutes les autres planètes, bien sûr, les anciens ne connaissaient que jusqu'à la planète Saturne, Uranus, Neptune étaient trop faibles pour l'œil nu, et donc il fallait attendre leur découverte avec les télescopes. Mais avec les planètes déjà connues, vous voyez, il y avait des mouvements bizarres. Et comme par exemple, il y a ce qu'on appelle des mouvements rétrogrades, comme la planète revient sur ses pas en quelque sorte. Donc, comment expliquer ça avec un simple mouvement de rotation autour de la Terre? Donc, il fallait introduire des complications dans la théorie, ce qu'on appelle des épicycles, vous voyez. Donc, par exemple, vous voyez la planète Vénus ici. Elle ne tourne pas simplement sur un cercle autour de la Terre, mais elle tourne sur un cercle dont le centre lui-même tourne sur un cercle centré sur la Terre. Vous voyez, bien sûr, tout ça aussi, vous voyez que ce sont des cercles parfaits, parce que Aristote, par exemple, pensait que des lois différentes gouvernaient le ciel et la terre. Et donc, le ciel étant le domaine de Dieu, tout devait être parfait. Et donc, le mouvement parfait, c'est bien sûr le mouvement uniforme, et la forme parfaite, c'est bien sûr le cercle. Donc, vous voyez, les modèles des Grecs reposaient tous sur ça. Et en fait, donc, chaque fois qu'il y avait des observations qui ne cadraient pas, ils ajoutaient un épicycle. Et bien sûr, vous voyez, ça c'est pas une méthode qui est très bien. Mais scientifiquement, on sait que si vous vous engagez dans tel chemin, en général, la théorie est complètement fausse. Parce que s'il y a chaque fois une complication, quelque chose de nouveau, vous voyez, il faut modifier la théorie de nouveau. En général, l'expérience nous a appris que la nature, en général, suit des lois très simples et ne se comporte pas ainsi. Donc, on est sur le mauvais chemin. Et en fait, ce modèle, quand même, durera jusqu'à la Renaissance, je vous ai dit. Il fut perfectionné par l'astronome Ptolémée, que je vois ici, un astronome vivant au IIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, ce modèle géocentrique durera, comme je vous disais, jusqu'à la Renaissance. Ici, c'est une gravure du Moyen-Âge, par exemple. Vous voyez, donc, vous voyez toujours la Terre tournant au centre avec le Soleil ici, et puis avec toutes les planètes. Alors, les anciens ne savaient pas pourquoi les planètes ne tombaient pas sur la Terre. Donc, il est fixé sur ce qu'on appelle des sphères cristallines, en cristal, parce qu'il faut qu'elles soient transparentes, parce que nous voyons les planètes. Et donc, des sphères cristallines comme ça, et puis, donc, ces sphères tournaient donc autour de la Terre immobile. Alors, au Moyen-Âge, bien sûr, le savoir passa donc dans les mains de l'Église. Vous savez bien que ce sont les moines qui recopièrent donc
qui traduisirent en latin tous les textes des Grecs qui étaient traduits d'abord en arabe, et puis de l'arabe en latin. Et donc, bien sûr, donc, inévitablement, des éléments bibliques vont s'ajouter au modèle cosmologique des Grecs. Et donc, vous voyez ici, donc, il y a toutes ces sphères planétaires, mais aussi il y a ce qui est nouveau. Donc, la sphère extérieure, c'est la sphère des étoiles. Et il y a aussi ces éléments Dieu maintenant explicitement représentés. Vous voyez, ça, c'est une gravure du Moyen-Âge allemande. Dieu trônant dans l'Empyrée, entouré d'une armée d'anges. Vous voyez. Et quelle est la fonction de ces anges? C'est de pousser ces sphères cristallines pour faire bouger les planètes. Donc, ce sont des véritables mécaniciens du ciel, et les planètes bougeaient parce que les anges poussaient ces sphères cristallines. Vous voyez, donc ça, c'est une représentation quand même qui date du XIIe au XIIIe siècle. Et donc, tout ça durera jusqu'à, donc, en 1543, donc, quand ce chanoine polonais, vous voyez, tout le savoir, toutes les avances sont faites par des hommes d'église, en fait. Et donc, ici, un Polonais vivant à Cracovie. Et lui, pour la première fois, osa dire que peut-être nous nous trompons. Parce que nous devons tellement, les mouvements des planètes étant devenus tellement compliqués pour expliquer avec ce modèle géocentrique où la Terre est au centre, peut-être que nous nous trompons et peut-être qu'il faut que la Terre, c'est le Soleil qui est au centre et pas la Terre. Donc, vous savez, ça c'est bien sûr, c'est une énorme hérésie. Hein. Voilà quelqu'un de l'Église qui ose dire que la Terre, enfin l'univers n'est pas fait pour le seul bénéfice de l'homme. Et la Terre donc, est reléguée au rang d'une simple planète comme toutes les autres planètes. Et donc, bien sûr, vous savez bien qu'à ces instants, on ne badine pas avec les préceptes de l'Église. Giordano Bruno l'a payé de sa vie, puisqu'en 1600, vous savez, pour avoir osé dire qu'il existait d'autres planètes que les planètes du système solaire et qu'il y avait peut-être d'autres vies intelligentes qui vénéraient Dieu dans ces planètes, il fut brûlé sur le bûcher. Et donc, Copernic, bien sûr, comment échappa-t-il à l'Inquisition? Ben, il publia seulement son ouvrage, donc en 1543, seulement sur son lit de mort. Donc, de toute façon, l'Église ne pouvait plus rien contre lui. Et son éditeur l'obligea à écrire dans sa préface que, en fait, vous savez, dans son fort intérieur, il pense vraiment que c'est la Terre qui est au centre du monde. Mais pour calculer les choses de façon plus simple, on met le Soleil au centre du monde. Et vous voyez, en science, on ne peut pas avoir les deux à la fois. Vous voyez, donc il faut choisir l'un ou l'autre. Et donc, mais en tout cas, choc énorme, psychologique énorme de l'humanité, bien sûr, mais les germes furent semés et toute l'activité scientifique, parce qu'il y a bien sûr une renaissance non seulement dans les arts à la Renaissance, mais aussi une renaissance dans la pensée scientifique, dans les travaux scientifiques, et toute l'activité scientifique qui suivirent confirmèrent l'univers héliocentrique de Copernic. Donc en particulier, par exemple, donc ça c'est, vous voyez le centre, tournant au centre maintenant avec le zodiaque, donc les planètes tournant autour du Soleil maintenant. Et ici, donc Tycho Brahe, ici vous voyez, regardant à l'œil nu les planètes parce que le télescope n'était pas encore inventé, les positions des planètes. Puis vraiment, moi je pense qu'il est vraiment l'ancêtre de l'astronomie expérimentale, observationnelle, et il fut le premier à comprendre qu'il fallait des observations extrêmement précises pour tester les théories. Et donc, voilà, donc ici c'est
il a une armée d'assistants et donc il regarde les positions. Il fait ça pendant une vingtaine d'années dans son observatoire qui s'appelait Uraniborg, c'est une petite île vaine donc au large de Copenhague que le roi du Danemark lui avait donné. Et il mit beaucoup de doutes, ses découvertes mirent des doutes sur toute la description que les Grecs avaient donnée. Par exemple, il découvrait une étoile qui explose, qu'on appelle une nova, une comète aussi qui apparaît, dans le domaine avec des orbites qui ne sont pas du tout circulaires, donc qui traversaient, qui devraient donc traverser les sphères cristallines. Alors si les sphères existaient vraiment, comment la comète pourrait traverser une sphère cristalline? Donc ça jetait déjà des doutes sur cette histoire de sphère cristalline dans le ciel. Mais en tout cas, ces observations, il n'eut jamais le temps de les exploiter, il mourra trop tôt pour ça, mais il avait engagé un assistant, donc Johannes Kepler, qui est un astronome allemand maintenant. Vous voyez, la science est internationale dès le début, hein, elle ne connaît pas de frontières. Et donc c'est un Allemand donc, qui va déterminer les lois planétaires. Et donc il démontre qu'en fait, vous voyez, de nouveau, les bastions aristotéliciens tombent. C'est-à-dire les planètes ne sont pas les orbites ne sont pas circulaires, mais elliptiques, le mouvement n'est pas uniforme, mais en fait les planètes accélèrent quand elles s'approchent du Soleil et décélèrent quand elles s'éloignent du Soleil. Donc, il donne des lois mathématiques pour décrire tout ça. Et la physique, donc la force de gravité fut seulement introduite par le grand Newton après. Galilée aussi fut un des grands scientifiques de la Renaissance et lui aussi découvrit des choses qui allaient contre le modèle géocentrique, mais allaient pour le modèle copernicien, bien sûr, où le Soleil est au centre. C'est lui qui, le premier, s'il braqua un télescope vers le ciel en l'an 1609, ce n'était pas lui qui avait inventé le télescope, c'était un opticien hollandais, mais l'opticien hollandais n'était pas tellement intéressé par le ciel, il regardait plutôt la Terre ou ses voisins. Mais Galilée fut le premier à braquer son télescope vers le ciel, petite lunette astronomique de quelques avec lentille de quelques centimètres, mais déjà il découvrit monts et merveilles, vous voyez. Et certaines des montagnes sur la Lune, par exemple, des taches solaires, des taches sur la surface du Soleil, mais surtout des choses qui confirmèrent son support pour le modèle héliocentrique de Copernic. Et donc, par exemple, vous voyez, il découvrit par exemple les phases de Vénus. Vénus, comme la Lune, va de quartier Vénus jusqu'à croissant Vénus, quartier Vénus, jusqu'à la pleine Vénus, etc. Et on peut expliquer ça seulement si Vénus tourne autour du Soleil, pas autour de la Terre. Et découvrir aussi les 4 plus grosses lunes autour de Jupiter, qu'on appelle aujourd'hui les lunes galiléennes d'ailleurs. Et donc voilà des lunes qui tournent autour de Jupiter, pas autour de la Terre, vous voyez. Et donc il clama haut et fort son support pour le modèle copernicien, et vous savez bien ce qui lui arriva, il fut traduit devant l'Inquisition. Et l'Église le somma de renier publiquement à toutes ces découvertes scientifiques. Et bon, nous ne voulons pas être brûlés sur le bûcher comme Giordano Bruno. Il dut se dire qu'il croyait, qu'il dut dire publiquement qu'il rejetait le modèle de Copernic. Mais bien sûr, nous nous souvenons tous de sa fameuse phrase, vous voyez, et pourtant elle tourne. C'est-à-dire, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas le contraire. Et donc, il fut mis en résidence surveillée jusqu'à la fin de sa mort. Tous ses livres furent mis à l'index.
et l'Église présenta seulement officiellement ses excuses aux descendants Galilée, à la personne de Jean-Paul II, donc il y a plus d'une dizaine d'années. Donc vous voyez, l'Église, bien sûr, n'avait pas à dire à Galilée ce qu'il devait trouver avec ses découvertes. L'Église peut nous dire comment on va au ciel, mais pas comment on va au ciel. Donc voilà. Donc voilà. Après Galilée, c'est Newton, bien sûr, qui fait la synthèse de tout ça avec sa grande théorie de la gravitation universelle. Il réalisa que, bien sûr, ce que Aristote disait était complètement faux. Vous voyez que différentes lois physiques gouvernaient le ciel et la terre, mais en fait, c'est la même loi physique, la même loi de gravitation qui règle la chute d'une pomme dans le verger que le mouvement de la Lune autour de la Terre ou le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, c'est ce qu'on appelle la gravitation universelle. Et donc, voilà. Donc, maintenant, maintenant, on est maintenant dans l'univers commercien. Donc, on n'est plus au centre du monde. La Terre n'est plus... l'univers n'est plus conçu seulement pour le seul bénéfice de l'homme. Vous allez voir maintenant que, en fait, avec l'astronomie moderne, la cosmologie moderne, les découvertes vont rapetisser de plus en plus la place de l'homme dans l'univers. Et donc, je vais essayer de vous montrer ça. Et donc, voilà. Donc, juste un bref... bien sûr, pour faire ça, c'est l'invention du télescope. Vous savez, la lumière, moi, je dirais, nous apporte la grande majorité de l'information que nous savons sur l'univers. Bien sûr, récemment, on a eu ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles ou des neutrinos, tout ça, qui apportent des informations. Mais en très grande partie, c'est vraiment la lumière électromagnétique qu'on capte avec les télescopes qui nous relie à l'univers. Donc, je me définis comme recueillir la lumière. En fait, mon métier, c'est vraiment aller à certaines nuits de l'année, vous voyez, recueillir la lumière cosmique avec de grandes cuvettes de lumière que sont les télescopes, en fait. Donc, mon travail s'est réduit à ça. Et donc, ce sont des grands yeux qui voient donc beaucoup plus faibles, donc beaucoup plus loin et plus petits. Et voir faible, c'est voir loin, donc, et c'est voir tôt, parce qu'en fait, la lumière met du temps pour nous parvenir, n'est-ce pas? Sa propagation n'est pas instantanée. Elle voyage à 300 000 km par seconde, qui est vraiment une très grande vitesse, un tic, et puis la lumière a fait déjà 7 fois le tour de la Terre. Vous voyez? Mais à l'échelle de l'univers, bien sûr, c'est une vitesse de tortue, parce qu'on voit toujours les choses avec beaucoup plus de délai. Bien sûr, quand je vous vois maintenant, la lumière qui est réfléchie de vos corps me vient seulement une fraction de seconde après. Donc, votre présent, c'est mon présent. Enfin, donc, il n'y a presque pas de décalage. Je vous vois toujours dans le passé, mais il n'y a presque pas de décalage, parce que c'est une toute petite fraction de seconde. Mais à l'échelle de l'univers, bien sûr, c'est une autre affaire. Vous voyez, la Lune, par exemple, 384 000 km, donc un peu plus grand que 300 000 km, donc un peu plus d'une seconde pour que la lumière de la Lune nous parvienne. La lumière du Soleil, c'est 8 minutes pour qu'elle nous parvienne. La lumière la plus proche étoile, c'est 4,3 années-lumière, approximativement années, je veux dire. Donc vous voyez, l'espace est très vite quand même. Là. Pour aller à l'étoile la plus proche, la lumière, enfin, pour nous parvenir de l'étoile la plus proche, la lumière met 4,3 années. Et donc, la plus proche galaxie, c'est Andromède. La plus proche galaxie semblable à la Voie lactée, c'est Andromède, donc c'est 2 500 000 années. Vous voyez, donc je vois maintenant, quand je vais au télescope, je vois la lumière d'Andromède. Elle est partie quand le premier homme marchait sur Terre. Donc on voit de plus en plus tôt, on remonte le passé de l'univers. C'est pourquoi je dis que les télescopes sont des machines à remonter le temps. Maintenant, avec les plus grands télescopes, on peut remonter le temps de l'ordre, donc Hubble par exemple, peut remonter le temps jusqu'à environ 2 milliards d'années après le Big Bang, donc jusqu'à 10 milliards d'années environ. Et on espère donc avec le successeur de Hubble qui va être lancé peut-être en 2021, donc ça devait être lancé cette année, mais il y a eu un délai dans la fabrication des télescopes, et donc
on pense que ce sera lancé en 2021. En tout cas, tous les astronomes l'espèrent. Et ça va remonter jusqu'à l'ère de la formation des premières étoiles, les premières galaxies qu'on pense être quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc, voilà. Donc, les télescopes sont des machines de reloter le temps et la lumière est vraiment extraordinaire. Elle connaît beaucoup d'informations. Parce qu'en fait, vous savez, quand je vais au télescope, il y a seulement deux choses que je fais avec la lumière que je recueille. Soit je l'image, donc je fais une image, comme vous prenez une photo avec votre portable, vous voyez, c'est comme ça. Il y a donc la lumière va dans ce qu'on appelle un CCD, donc une image digitalisée. Il suffit que, donc après que vous touchez le bouton, vous voyez tout de suite l'image. Et ça, c'est ce que l'astronome fait aussi. Donc l'imagerie, mais aussi il peut décomposer la lumière en l'envoyant à travers un prisme, ce qu'on appelle la spectroscopie, en le décomposant en différentes énergies. Et la spectroscopie nous permet de faire beaucoup de choses, en fait. Elle nous permet de permettre la composition chimique des astres, qui est extraordinaire, vous voyez, parce qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, les astres sont tellement loin, on ne peut pas aller sur place pour analyser, pour prendre un échantillon d'étoiles et puis analyser en laboratoire, bien sûr. Donc, mais la lumière contient cette information. Il suffit de la décomposer parce que la lumière qui est émise par les étoiles, en nous parvenant, interagissent avec les atomes qui constituent l'enveloppe de l'étoile. Et donc, elle porte les empreintes par ce qu'on appelle des raies d'absorption et d'émission qui permettent à l'astronome expérimenté de savoir tout de suite la composition. Vous voyez, ça, c'est des raies d'oxygène, ça, c'est des raies d'hydrogène, ça, c'est des raies de carbone. Donc, on connaît la composition chimique des étoiles très, très lointaines, des galaxies très, très lointaines, et ça, c'est extraordinaire. Et puis, elle nous révèle, bien sûr, le mouvement des objets, parce que tout change, tout bouge dans l'univers, hein, tout est impermanent. On pense que les choses sont fixes, mais en fait, c'est seulement à cause de la courte durée de notre vie. On ne voit pas le ciel changer sur 100 ans. Mais, enfin, je veux dire du point de vue de mouvement des étoiles ou des galaxies. Mais tout ça s'est révélé par la lumière de nouveau, parce qu'on appelle l'effet Doppler. Vous voyez, quand un objet s'éloigne de vous, sa lumière est rougie. Donc, juste en mesurant le déplacement vers le rouge, on peut mesurer sa vitesse d'éloignement. Ou quand la galaxie s'approche de nous, elle est bleuie. Donc voilà, donc tout ça, c'est la lumière contient un code cosmique qui appartient à l'astronome de déchiffrer. Et voilà, donc ça, je vais passer rapidement. Ce sont vraiment les lieux. Enfin, donc, une nuit, par exemple, décrit. Vous voyez, ça c'est Kitt Peak, par exemple, qui est dans le désert d'Arizona. Bien sûr, les télescopes, ces grandes cuvettes de lumière que j'utilise pour recueillir la lumière cosmique, doivent être toujours à des endroits extrêmement où il existe beau temps. Ce n'est pas la peine de construire des choses qui coûtent des milliards de dollars dans un endroit où le temps est nuageux la plupart du temps, n'est-ce pas? Il faut du temps très beau. Et donc, les déserts ou ici, c'est à Kitt Peak, donc j'utilisais souvent ce télescope de 4 mètres, mais bon, maintenant, 4 mètres, vous voyez, c'est plus vraiment la pointe, le plus grand télescope au sol, maintenant, 10 mètres de diamètre. On parle toujours du diamètre des télescopes parce que c'est la surface, hein, c'est la surface qui recueille, la surface totale qui recueille la lumière du cosmos. Ici, donc, voilà, c'est ce que j'ai décrit dans une nuit, en fait. Une nuit passée, j'utilisais souvent ce télescope infrarouge de la NASA. Ça, c'est un télescope de 10 mètres qu'on appelle le télescope de Light Cake. Vous voyez, il y a une inversion de nuages, et donc, vous voyez, ça empêche l'humidité de monter du dessous, et donc, on a un ciel très clair et très sec. Et ça, c'est vraiment très bien pour l'observation astronomique. Bien sûr, à 4200 mètres, les conditions physiques sont un peu difficiles. C'est toujours les migraines terribles, mais on se sacrifie pour l'amour de l'astronomie. Voilà, donc ici, bien sûr, le VLT, qui est donc l'Observatoire européen austral, 4 télescopes de 8 mètres 3, je pense. Et ça, c'est des projets futurs, vous voyez.
en 2024, 40 mètres. Vous voyez, ça c'est la taille d'une voiture. Donc vous voyez les grandes cuvettes de lumière que l'homme a toujours insatiable pour capturer cette lumière cosmique, pour la déchiffrer et comprendre les secrets de l'univers. Donc j'ai parlé de la lumière visible, mais bien sûr, c'est toutes les... il y a toutes sortes de lumières, ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Donc en termes d'énergie, vous voyez, on va la lumière gamma, lumière X, lumière ultraviolette, lumière visible, lumière infrarouge, lumière radio. Et donc, mais seules deux lumières peuvent franchir l'atmosphère terrestre. Donc il y a la lumière visible que nous voyons, bien sûr, parce que nous voyons le ciel de la Terre, mais aussi les ondes radio. Ici, c'est un radiotélescope, par exemple. Vous voyez, ça, c'est Arecibo, que j'utilisais souvent aussi. C'est 300 mètres de diamètre ici. Donc ici, c'est 100 mètres de diamètre. Je me souviens quand il y avait une panne, je devais traverser ce pont pour aller voir le récepteur là-bas. Et je vous assure qu'il ne faut pas avoir le vertige. Donc c'est vraiment des télescopes de science-fiction en fait. Mais de nouveau, ça montre l'insatiable curiosité de l'humain, de l'homme à essayer de capter cette lumière qui vient du cosmos. Alors comme je vous dis, bien sûr, je dirais le premier pas, le grand pas, c'était dans l'invention du télescope, donc en 1609, Galilée qui braque le premier télescope. Mais le deuxième grand pas, c'est vraiment Sputnik, donc 1957, on parlait toujours tout à l'heure, je pense, de Laika, la chienne, vous voyez. Mais ça nous a permis donc de mettre les télescopes en orbite dans l'espace et donc d'avoir accès à toutes les autres formes de lumière qui sont absorbés par l'atmosphère, heureusement pour nous, hein, parce qu'ici, tous les rayons X, les rayons gamma, les rayons ultraviolets traversent impunément l'atmosphère terrestre. Nous ne serons pas ici pour en parler. La vie ne pourra pas surgir sur Terre. Et donc, ici, donc Hubble, que j'utilise souvent aussi, 2,5 m de diamètre. Et d'ailleurs, après 30 ans, presque 30 ans de bons et loyaux services, il est toujours en fonction. C'est extraordinaire. Je viens de terminer une proposition de Hubble parce que chaque année, il faut faire des propositions de temps pour vous voyez, pour avoir du temps sur ce précieux télescope. Et donc, j'ai demandé, je pense, avec mes collègues, 40 orbites. Une orbite étant 90 minutes parce que le télescope fait une orbite autour de la Terre tous les 90 minutes, donc 1h30 à 600 km d'altitude. Donc, au-dessus de l'atmosphère terrestre. Voilà, donc ça c'est le successeur de Hubble, James Webb Space Telescope, que je vous ai dit, va être 6,5 m. Et voilà, donc tout ça, ça va être encore une source de fabuleuses découvertes, parce que c'est une chose qui m'a toujours étonné et plu d'ailleurs, parce que chaque fois que l'homme a braqué un nouveau télescope vers le ciel, il découvre des phénomènes nouveaux. C'est jamais... l'univers est tellement créatif, vous voyez, qu'il nous surprend toujours. Et l'imagination humaine n'est jamais assez pour devancer, en fait, les surprises que l'univers nous réserve. Et donc, c'est pourquoi l'astrophysique est tellement intéressant. On découvre toujours des choses. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Et donc, maintenant, partons maintenant à la découverte de l'étendue de l'univers. Hein. C'est ce que on pensait au début, bien sûr, que l'univers se réduisait au système solaire. Bon, il y avait la sphère extérieure des étoiles, mais on pensait qu'elle n'était pas très éloignée du système solaire. Maintenant, on peut maintenant arpenter en beaucoup plus de détail l'univers. Donc ici, vous avez tous reconnu Mercure, complètement vérolé, complètement sans atmosphère, un enfer bien sûr, parce que c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc la température de cette surface est 430 degrés centigrades. Vous mettez un œuf et puis il est cuit instantanément, bien sûr, sur la surface. Et aucune vie ne peut bien sûr survivre dans un tel un monde infernal. Vénus, vous voyez, la prochaine planète. Et donc, vous voyez, on est donc, si on est une unité astronomique, hein, ça c'est la Terre,
Mercure, c'est 0,33, donc un tiers. Et puis Vénus, c'est 0,75, les trois quarts. Donc on n'est pas très loin, en fait. La Vénus et la Terre. Et pourtant, Vénus est une fournaise. Et encore plus chaude que Mercure, c'est 450 degrés centigrades. Alors vous savez pourquoi? C'est bien qu'elle soit plus éloignée du Soleil, elle est encore plus chaude que Mercure. Quelqu'un connaît la réponse? Oui, l'effet de serre, bien sûr. Donc voilà. La nature a fait une expérience juste à nos côtés, en fait. Et pour ceux qui doutent encore que le CO2, carbone dioxyde, est un gaz à effet de serre qui fait monter la température de la planète, Vénus est une expérience tout près de chez nous. Et donc, parce que Vénus a 96, la composition de l'atmosphère de Vénus, qui est 100 fois plus épaisse que l'atmosphère terrestre, est composée à 96% de CO2 et 4% d'azote. Et donc voilà. Donc pour les Trumpiens qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement, il n'y a pas d'effet de serre du CO2, moi je pense que la nature nous a fait une expérience juste à nos côtés. Et voilà. Donc donc c'est pas par hasard que nous sommes à la troisième planète. Parce que c'est ce qu'on appelle la zone habitable. L'eau est liquide et 70% de notre planète est recouverte d'océans. Ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle la planète bleue. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes ici pour en parler, pour observer l'univers. Ici, la prochaine, Elon Musk récemment, vous voyez, a poussé l'imagination des gens à aller coloniser Mars et peut-être même vivre sur Mars. Ils offrent des billets sans retour pour aller à Mars, gratuits apparemment. Donc si vous voulez aller habiter sur Mars, peut-être qu'il vous donnera un billet gratuit, mais il n'y aura pas de retour. Donc, mais bon, moi personnellement, j'aimerais pas vivre sur Mars. Vous voyez, d'abord, l'atmosphère, c'est 90 fois plus moins épaisse que la nôtre, 96%, même composition que Vénus, 96% de CO2 et 4% d'azote. Et alors on pense que Mars, dans le passé, a eu de l'eau courante. Vous voyez, il y avait peut-être des lacs, des rivières, des océans, parce que tout ça, ça suggère, les photos satellites, ça c'est des Mariner 69 à la fin des années, Mariner 9 ou 10, à la fin des années 60. Et vous voyez que, mais maintenant, il n'y a absolument pas d'eau courante sur Mars. Peut-être au pôle Nord, il y a de la glace, mais et puis récemment, vous voyez, quelques semaines, il y a quelqu'un qui a annoncé un lac d'eau par échographie de radar à 1,5 km au-dessus de la surface martienne. Mais en tout cas, certainement pas. Jusqu'ici, on a trouvé, malgré la présence de l'eau courante dans le passé, on n'a jamais trouvé d'organisme encore. Bon, il faut que les recherches continuent. En tout cas, il n'y a pas de martiens, il n'y a pas de petits hommes verts, de E.T. sur Mars, ça on est sûr. Mais les micro-organismes, peut-être qu'il faut creuser sous terre ou aller au pôle, on ne sait pas encore. Donc en tout cas, voilà. Et puis les planètes gazeuses ne sont pas hospitalières aussi. Vous voyez, il n'y a pas de surface solide maintenant. Et donc si vous atterrissez sur Jupiter, comme ici, vous vous enfoncerez et puis la température, la pression vous tueront bien avant que vous n'atteigniez le petit noyau rocheux au centre de la planète. Et donc de nouveau, des conditions vraiment inhospitalières. Donc en fait, vous voyez, ce que j'aimerais vous dire, c'est que notre planète est vraiment unique dans le système solaire. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici, donc il faut sauver notre planète à tout prix. Hein. Ce n'est pas en rêvant d'aller en Mars ou des choses comme ça qui va résoudre notre problème. Donc il faut vraiment unir nos efforts pour sauver cette belle planète bleue. Donc voilà. Donc
Donc ça c'est le système solaire, vous voyez, et ça, c'est seulement 5 heures-lumière environ. Vous voyez. Pluton, qui était autrefois considéré comme une planète solaire. Moi, je ne pensais jamais parce que c'était toujours en dehors du plan équatorial de qu'on appelle écliptique de toutes les autres planètes. Et donc, maintenant, on sait que c'est juste un gros astéroïde de la ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper à l'entrée du système solaire. Voilà, donc 5 heures-lumière seulement. Nous n'avons pas beaucoup progressé dans l'univers. Et donc maintenant, on sait qu'il y a bien sûr, et Galilée le savait déjà, qu'il y avait beaucoup d'étoiles. Au-delà, il suffit de lever les yeux vers le ciel, surtout maintenant, vous savez, pour voir qu'il y a d'autres étoiles. Mais donc, par une nuit claire, sans pollution artificielle, vous devrez voir environ d'un site donné environ 3000 étoiles. Donc, avec l'hémisphère sud aussi, 6000 étoiles en tout pour être visibles à l'œil nu. Mais c'est rien du tout. Ce sont toutes des étoiles relativement proches et brillantes. Donc, si on fait le reportage de la galaxie, et ça a été fait au 19e siècle, et à la fin du 19e siècle, on savait que notre Soleil, vous voyez, faisait partie d'une voie lactée. Donc, vous voyez l'arche qui traverse le ciel par une belle nuit d'été. Et cette voie lactée contient environ 200 milliards d'étoiles comme le Soleil. Alors, l'homme étant doué de son ego, bien sûr, si notre planète n'est pas au centre, bien sûr, le Soleil, notre race, doit être au centre de la Voie lactée, n'est-ce pas? Donc, il devrait être ici. Tout tourne autour du Soleil. Bon, patatras, vous pensez bien que le Soleil n'est pas au centre, mais en fait, une simple étoile de banlieue vers environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Donc, maintenant, le rayon du disque de la Voie lactée, c'est l'ordre de 50 000 années-lumière, donc un diamètre de 100 000 années-lumière, vous voyez. Donc, vous voyez déjà que l'espace est beaucoup agrandi et ça rend, bien sûr, les communications de plus en plus difficiles. Parce que, vous voyez, s'il y a une civilisation ici, elle envoie un signal lumineux, donc qui voyage à la plus grande vitesse possible, qui est la vitesse de la lumière. Donc, ça met 100 000 années. Même si vous répondez tout de suite, vous voyez, ça fait encore, pour retour, ça fait encore 100 000 années, donc un aller-retour de 200 000 ans. Donc les dialogues intersidéraux deviennent de plus en plus difficiles. Il y a 200 000 ans qui se passent entre dialogues, en quelque sorte. Vous voyez? Donc, beaucoup de fois la vie d'un être humain. Et donc, même communiquer avec E.T., ça devient de plus en plus difficile, même à l'échelle d'une Voie lactée. Alors, le Soleil, donc, vous voyez, cette étoile de banlieue, vous voyez, fait un tour comme cela, tous les 250 millions d'années, à une vitesse d'environ 220 km par seconde. Donc, au moment même où je parle, vous voyez, le Soleil nous emmène à travers 220 km d'espace interstellaire de la Voie lactée. Bien que nous pensons que nous sommes immobiles dans mais il y a beaucoup de mouvements tout le temps. Hein. Donc, le réel, donc il y a un réel apparent toujours et une vraie réalité que la science ou d'autres moyens nous font découvrir. Donc voilà, donc ça c'est la Voie lactée. Alors la question, donc je vous ai dit, ça c'est à la fin du 19e siècle. Alors on se dit, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les télescopes, les grands télescopes qui venaient de construire comme le télescope de 2,5 m au mont Wilson aux États-Unis, commencèrent à découvrir de plus en plus ce qu'on appelle des nébuleuses. Et le débat rageait, est-ce que c'était d'autres Voies lactées, d'autres galaxies, donc des systèmes qui sont bien au-delà de notre Voie lactée, ou est-ce que tout ça, ce sont des nébuleuses dans notre Voie lactée? Parce que de nouveau, l'ego humain étant ce qu'il est, on pensait que peut-être l'univers se confondait avec notre Voie lactée. Bon, patatras, bien sûr, les astronomes, et l'astronome qui fit ça fut nommé Edwin Hubble.
Donc, c'est l'astronome américain, d'après lequel le télescope spatial donc, est nommé. Vous voyez, il mesure la distance de cette galaxie, Andromède, qui est donc, je vous ai dit, la galaxie la plus semblable à la Voie lactée, parce qu'il y a d'autres galaxies naines un peu plus proches, mais la Voie lactée, donc, environ la masse de la Voie lactée, qui est donc... il obtient une distance de 2 300 000 années-lumière. Donc, beaucoup plus grand que les 100 000 années-lumière du diamètre de la Voie lactée. Donc, tous ces nébuleuses, toutes ces galaxies donc, sont bien au-delà de la Voie lactée. Donc, vous voyez, Hubble ouvrit toutes grandes les portes de l'univers extragalactique. Et maintenant, on sait que dans l'univers observable, il existe quelques centaines de milliards de galaxies comme la Voie lactée. Donc, il y a tout un monde extragalactique qui s'ouvre. Et donc, ça, ce sont vraiment... Quand je vais au télescope, vous voyez, quand je vois ces formes se profiler sur l'écran de télévision de mon télescope, il y a toujours un frisson. Parce que c'est extrêmement beau et on se sent vraiment connecté cosmiquement parce qu'on sait que cette lumière a voyagé il y a des millions, voire des milliards d'années avant de me parvenir ici dans le télescope, bien avant que peut-être que les atomes de mon corps soient faits par fusion nucléaire à l'intérieur d'une étoile. Donc ici, des galaxies spirales, vous voyez, Messier 51 ici. Des galaxies spirales vues par la tranche, donc on sait que l'épaisseur de la Voie lactée n'est pas très grande. D'autres, voilà, il y a aussi ce qu'on appelle des galaxies elliptiques, vous voyez, et donc tous ces points lumineux là, c'est un soleil, et donc ce sont des collections de centaines de milliards de soleils. Donc les galaxies elliptiques, vous voyez, ici, bon, c'est une galaxie que j'affectionne particulièrement parce que c'est mon sujet de recherche. Mon sujet de recherche, c'est la formation et l'évolution des galaxies naines. Ici, c'est une galaxie naine. Donc, peut-être un facteur de 10 ou plus petit et moins massif que la Voie lactée. Et cette galaxie s'appelle Insuki 18. On l'a photographiée avec Hubble, justement, le télescope spatial Hubble. Et vous voyez, elle est très bleue, donc elle forme des étoiles très, très jeunes. Et on pense que cette galaxie est une galaxie jeune qui a commencé la plus grande partie de ses étoiles seulement il y a 1 milliard d'années. Donc, c'est une galaxie bébé en quelque sorte. Et donc, qui ressemble aux galaxies qui sont nées dès le début de l'univers, vous voyez. Mais celles-là sont tellement loin, c'est difficile de les étudier en profondeur, tandis que si on pouvait trouver des semblables dans l'univers local, comme cette galaxie, Insuki 18, on peut faire des progrès sur ces galaxies jeunes. Et donc, voilà, donc, alors l'organisation de ces galaxies n'est pas aléatoire. Ils forment une grande architecture aussi, et c'est la gravité qui façonne cette architecture. Vous voyez, la gravité attire les choses. Et donc, ici, ce sont des amas de galaxies. Vous voyez, dans un amas de galaxies peut contenir quelques milliers de galaxies, par exemple. Et vous voyez, donc, où que vous pointez votre télescope, vous voyez, vous découvrez des mondes insoupçonnés, en fait. Parce que, bien sûr, vos yeux ne pourront jamais voir ça. Parce que vous verrez seulement une nuit noire. Vous voyez, c'est seulement avec un télescope qui collecte beaucoup de lumière qu'on peut voir ces mondes lointains. Et donc ici, par exemple, c'est l'image la plus profonde que l'humanité a jamais produite. Je pense que c'est quelque chose comme 240 orbites. Donc une orbite, c'est 90 minutes, 240 orbites de Hubble. Vous voyez, et donc dans un petit coin du ciel, hein, un tout petit coin, comme votre pouce qui est une pièce d'1 euro, par exemple, qui est à 10 mètres
voyez l'angle sous-tend ça, vous voyez déjà 10 000 galaxies. Vous voyez, ce sont toujours des tranches d'espace et de temps. Vous voyez, ces galaxies-là sont grosses et donc elles sont beaucoup plus proches, n'est-ce pas? Et donc vous les voyez dans leur maturité. Tandis que ces galaxies-là, qui sont des collections de centaines, qui sont un point de lumière seulement, donc elles sont très 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 loin, très très distantes, et donc vous les voyez dans leur jeunesse. Donc il y a toujours, vous voyez, des tranches d'espace et de temps quand vous travaillez en astronomie, constamment. Et donc, de nouveau, ici, c'est juste pour vous dire qu'il y a une structure aussi. Vous voyez, ici, c'est la Terre, et vous regardez dans l'espace comme ça, et chaque point, c'est une galaxie de 100 milliards d'étoiles. Et vous voyez, ils forment des murs de galaxies bordant de grands vides dans l'espace aussi, de centaines de millions d'années-lumière. Et donc, vous voyez, voilà, donc c'est de nouveau les mêmes choses. Vous voyez, je pense que ça c'est un apprentissage qui a rassemblé les 1 million de galaxies les plus brillantes, les plus proches. Et vous voyez, vraiment, il y a des murs de galaxies, des vides de galaxies, etc. Donc, il y a une grande architecture que l'astronome doit comprendre pour comprendre, en fait, l'évolution de l'univers. Mais donc, vous voyez, l'homme s'est rapetissé beaucoup dans l'espace. Hein. J'espère que ça, je vous ai montré déjà. Et donc, ça, c'est juste un résumé de tout ce que je vous ai dit déjà. Vous voyez, le système solaire, 5 heures-lumière, la Voie lactée, 100 000 années-lumière environ. Et puis, vous avez des groupes de galaxies, des amas de galaxies, des super-amas de galaxies, enfin, et l'univers observable. Donc, l'univers, l'âge maintenant est modifié à 13,8 milliards au lieu de 13,7. Bon, il y a toujours des petites modifications à mesure que les mesures s'affinent. Et donc, vous voyez, des centaines de milliards de galaxies contenant chacune des centaines de milliards de soleils. Vous voyez, donc nos soleils, c'est une seulement parmi cette grande multitude. Et donc, l'homme s'est vraiment rapetissé dans l'espace et dans le temps. Et donc, un biais sauvé de l'histoire de l'univers tel qu'on le conçoit maintenant. Donc, on pense que, je vous ai dit tout à l'heure, que l'univers est parti d'un état extrêmement chaud et dense. Pourquoi? Alors, ça, c'est grâce à une découverte de Hubble de nouveau. Vous voyez, non seulement il a découvert l'expansion, la nature des galaxies, mais aussi ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. D'abord, il s'aperçoit que toutes les galaxies, toute leur lumière est décalée vers le rouge. Donc, ils s'éloignent toutes de tous de la Voie lactée, les galaxies lointaines, comme si elles avaient la peste en quelque sorte. Vous voyez? Et donc, il découvre encore plus que plus la galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite. Et donc, ça veut dire que si on calcule le temps pour aller du point de départ au point actuel maintenant, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend la distance, on divise par la vitesse. Mais puisque la distance est proportionnelle à la vitesse, le rapport est toujours constant. Donc, si on tourne le film en arrière, toutes les galaxies se rassemblent au même point, au même instant, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça l'origine du germe de la théorie du Big Bang. Et donc, voilà, l'univers est parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense, donc 10 puissance 32, alors 10 puissance 43 secondes. Alors pourquoi je ne commence pas ma description au temps zéro? Alors, parce que le temps zéro est inaccessible pour l'instant. Vous voyez? Le 10 puissance moins 43 secondes, c'est déjà un temps très petit. Le chiffre 1 arrive après 43 zéros. Mais ça vient de l'extrapolation des lois physiques connues. Maintenant, vous voyez, quand le système solaire, enfin, que nous découvrons maintenant, et puis nous extrapolons vers le passé, et la physique perd pied en quelque sorte à ce qu'on appelle le temps de Planck. Il y a un mur de la connaissance ici, le Planck. Et pourquoi il y a un mur pour l'instant? Parce que, vous savez, il y a deux théories qui
qui décrivent l'univers actuel maintenant. Donc l'infiniment grand avec la gravité qui règle tout, c'est la relativité générale d'Einstein. Et l'infiniment petit avec les forces électromagnétiques et les deux forces nucléaires fortes et faibles, ça c'est décrit le monde des atomes. Alors, dans le cas de l'univers, à son début, vous voyez, c'est l'infiniment petit qui a généré l'infiniment grand. Donc, pour comprendre ce qui se passe au début de l'univers, il faut unifier les deux théories. Avoir ce qu'on appelle une théorie de gravité quantique, pour l'instant, on ne sait pas faire ça. Parce que les deux théories sont contradictoires, en fait, quand vous les rassemblez ensemble. Ils sont comme huile et feu pour l'instant, et donc on ne sait pas trop. Donc, il faut trouver cette théorie du tout, théorie de gravité quantique, mais pour l'instant, les plus grands esprits s'y sont frottés, mais sans succès, en fait. Einstein lui-même a commencé, vous voyez, et puis, par exemple, Stephen Hawking a travaillé sur ça, sans grand succès non plus. Donc, pour l'instant, ça, c'est un challenge pour les prochaines générations, justement, d'astrophysiciens. Peut-être à nouveau, Einstein va trouver quelque chose qui va résoudre ce problème, mais pour l'instant, donc, on ne sait pas. Donc, je continue. Vide rempli d'énergie, il y a une expansion exponentielle après, ce qu'on appelle la période d'inflation. Dans cette période, 10 puissance moins 32. Et puis, donc, l'énergie se transforme en matière. Vous voyez, E égale mc2, ça c'est Einstein de nouveau, qui fabrique les élémentaires. Et ça, c'est un millionième de seconde après le Big Bang, les électrons. Et puis, après 3 minutes, les quarks s'assemblent 3 par 3 pour former les neutrons et les protons pendant les 3 premières minutes. Et puis, après 3 minutes, donc, ils forment les noyaux de l'atome. Il n'y aura que deux éléments fabriqués dans le Big Bang dans les 3 premières minutes, c'est-à-dire l'hydrogène et l'hélium. Alors, si l'univers s'en est tenu là, nous ne serons pas ici pour en parler, parce que l'hydrogène est un élément très simple. Donc, il n'y aura pas beaucoup de chimie. L'hélium est un élément stable aussi, donc pas de chimie. Donc, certainement pas de chimie assez complexe pour former des molécules d'ADN ou des neurones qui sont les milliards de neurones qui sont entre nos deux oreilles. Donc, il n'y aura pas de vie et de conscience. Donc, l'univers sera vide et stérile s'il n'y avait que l'hydrogène et l'hélium. Donc, l'univers se devait d'inventer quelque chose d'autre pour fabriquer, vous savez, tous les éléments dont la vie complexe est faite. Par exemple, nous sommes faits de carbone, nous respirons l'oxygène. Donc, en fait, tous les éléments chimiques qui constituent la table de Mendeleïev que nous apprenons tous sur les bancs de l'école quand nous étions enfants. Et donc, il recrée des conditions semblables au Big Bang, mais à l'intérieur, au cœur des étoiles, vous voyez, où la fusion nucléaire peut continuer. Et donc ça, on pense que c'est à peu près, je vais dire, peut-être 300 millions d'années après le Big Bang. Et donc, quelque part dans cette période d'étoiles-galaxies, vous voyez. Et puis donc, il y a 4,5 milliards d'années, donc 2,9 milliards d'années après le Big Bang. Donc le Soleil se forme à partir d'un nuage de gaz qui s'effondre avec donc, son cortège planétaire. Et puis sur l'une de ces planètes, donc, il y a 3,8 milliards d'années, il y a une cellule qui est apparue dans les océans. Et voilà, donc les cellules vivantes. Et puis maintenant, l'homme, nous sommes ici, conscience, et nous nous demandons où l'univers, ou même si la Terre va survivre, vous voyez, la Terre va survivre, mais est-ce que l'espèce, l'Homo sapiens, notre espèce humaine va survivre? Je pense que les bactéries vont survivre, mais est-ce que nous survivrons avec ce que nous faisons à la planète maintenant? Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a ce mur de la connaissance aussi au début. Donc, tout ça, ce sont un bref résumé de ce que nous savons maintenant du Big Bang. Alors donc, je vais passer très vite à ça. Ça, j'aime bien parce que c'est un vitrail, vous voyez, qui n'a pas de centre. Et donc, le Big Bang n'a pas de centre. Il ne faut pas penser que le Big Bang, tout est parti d'un point et puis qu'il y a un centre quelque part dans le Big Bang, dans l'espace. En fait, tout l'espace se dilue constamment, en fait. Donc, tout est centre et donc rien n'est centre. En fait. Et donc ça, c'est les anges représentent des galaxies qui s'éloignent les unes des autres au fur et à mesure de l'expansion de l'univers.
Bon, donc ici, bon, je veux seulement vous dire que tout ce que je vais raconter jusqu'ici, en fait, ne constitue que 0,5% du contenu de l'univers. Vous voyez, les 100 milliards de galaxies observables, chacune contenant les 100 milliards d'étoiles, c'est seulement 1,5% de ce que contient l'univers. En fait, on sait en étudiant les mouvements des étoiles, les mouvements des étoiles dans les galaxies, les mouvements des galaxies dans les amas de galaxies, qu'il y a aussi ce qu'on appelle de la matière noire ordinaire, c'est-à-dire fait de protons et de neutrons comme nos corps le sont, ou ce plancher est fait, donc de protons et de neutrons, de matière noire ordinaire, et il y a environ 4,5%. Matière noire, c'est-à-dire une matière qui n'émet pas de lumière visible du tout, et il y a 4,5% de ça, on peut mesurer ça par l'intensité des mouvements. Et puis il y a aussi, vous voyez, il y a aussi de la matière noire exotique, c'est-à-dire on ne peut pas attribuer toute la matière noire à l'ordinaire parce que sinon on fabriquera beaucoup trop d'hélium. Enfin, c'est quelque chose que moi-même je mesure. C'est un domaine que je recherche moi-même. Et donc, le montant de l'hélium dans l'univers nous met des contraintes sur cette matière noire exotique, c'est-à-dire exotique dont on ne connaît absolument rien de la nature. Moi, j'espérais que, vous savez, le LHC, qui est le plus grand accélérateur de particules maintenant, qui recrée l'énergie du Big Bang jusqu'au un millionième environ, un millième de milliardième de seconde, 10 puissance moins 12 secondes. Et moi, j'avais espéré qu'il découvrait d'autres particules que le boson de Higgs. Le boson de Higgs, ça a été déjà une grande découverte parce qu'elle a confirmé la théorie standard des particules et l'existence de cette particule qui donne la masse à toutes les autres particules. Mais j'avais espéré que les physiciens des particules découvriront aussi des particules de très grande masse qui fourniraient, vous voyez, cette matière noire exotique. Mais pour l'instant, rien du tout. Donc c'est un peu une déception en fait. Et je ne sais pas si on aura l'argent pour construire des accélérateurs encore plus puissants, plus énergétiques, pour essayer de trouver des masses encore plus larges. Mais pour l'instant, c'est un peu décevant. Donc pour l'instant, on ne connaît pas du tout la matière noire exotique. Et puis donc, il y a cette énergie noire qui est venue comme un coup de tonnerre aussi dans le ciel serein de la cosmologie, parce que à la fin du XXe siècle, vous voyez, deux équipes d'astronomes voulaient mesurer la décélération de l'expansion de l'univers. Vous savez, l'univers est une expansion. Hein. L'espace entre les galaxies s'agrandit au moment même où je parle, à chaque seconde. Donc, de plus en plus d'espace est créé. Et on pensait que la matière et la lumière étaient le seul composant de l'univers. Et la matière, vous voyez, exerce une gravité attractive. Donc, elle doit décélérer. Elle doit freiner les choses et donc décélérer l'expansion de l'univers. Alors, patatras, les astronomes découvrent le contraire. Au lieu de décélérer l'univers, l'expansion de l'univers est une accélération. Donc, il y a une force qui n'est antigravité, quelque chose qui n'est pas attractif mais répulsif, qui repousse. Et de nouveau, on n'a aucune idée de ce que ça peut être. On l'appelle énergie noire pour dissimuler notre connaissance, mais en fait, on a donc beaucoup de recherches passées là-dessus. Donc, vous voyez, on ne connaît rien de 68% plus 27%, c'est-à-dire 95% de l'univers. Donc, malgré toute notre connaissance, 95% du contenu de l'univers nous échappe encore. Donc, ça nous remet à notre place. Et les astrophysiciens ne sont pas sur le point de perdre leur boulot. Ça, c'est certain. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Donc, ça c'est... Donc, vous avez ça. Donc, rapetissement de plus en plus de la vie dans l'espace. Alors, rapetissement dans l'espace
en cosmologie, le temps et l'espace sont toujours reliés par la vitesse de la lumière, n'est-ce pas? Et donc, rapetissement dans l'espace, bien sûr, veut dire rapetissement dans le temps. Et j'illustre ça toujours en présentant ce calendrier cosmique où les 13,8 milliards d'années, vous voyez, sont ramenés à un an. Alors, vous voyez tous les événements principaux, mais à l'échelle d'une année qui est peut-être plus compréhensible pour l'humain. Alors, donc, le Big Bang se passe le 1er janvier, vous voyez, les premières galaxies, donc quelques mois après, donc 1 ou 2 milliards d'années après le Big Bang peut-être, le 1er avril, la formation du système solaire, donc il y a 4,5 milliards d'années, donc je vous ai dit tout à l'heure 9,2 milliards d'années après le Big Bang. Donc le 9 septembre, la première cellule de vie, donc il y a 3,8 milliards d'années. Donc le 25 septembre, les plus vieux fossiles, les bactéries, les algues bleues, le 9 octobre. L'invention du sexe par les micro-organismes, extrêmement important pour accéder à la complexité le 1er novembre, parce que vous voyez, le sexe, ça permet de mélanger les gènes du père et de la mère, et donc de créer de la nouveauté en quelque sorte, d'accéder à la complexité, parce qu'auparavant, les cellules se multipliaient en seulement divisant en deux, donc chaque moitié est exactement identique, un clone de l'un de l'autre, et donc c'est pas, donc on ne peut pas accéder à la complexité de cette façon. Donc 1er novembre, les plus vieilles plantes le 12 novembre, et les premiers poissons et vertébrés, donc toute l'évolution darwinienne se passe en deuxième partie du dernier mois de l'année, vous voyez. Les premiers poissons et vertébrés le 19 décembre, les premiers insectes le 21 décembre, les premiers arbres le 23 décembre, les premiers dinosaures le 24 décembre, donc ils régnaient sur Terre il y a quelques 250 millions d'années. Les premiers mammifères, donc nos ancêtres les plus directs, le 26 décembre, les premiers oiseaux le 27 décembre, et la mort des dinosaures, donc 28 décembre, donc il y a 65 millions d'années. Les pauvres, ils n'ont vécu que le temps de 4 jours, vous voyez. Et vous savez, bien sûr, que c'est qu'est-ce qui a causé la mort des dinosaures et des 3/4 des espèces vivantes sur Terre, en fait. C'est bien sûr l'impact d'un grand astéroïde qui a percuté la Terre il y a 65 millions d'années. On sait exactement, je pense que c'est une théorie possible parce qu'on sait exactement l'emplacement où l'astéroïde a percuté la Terre. Hein. C'était un astéroïde, un grand astéroïde de quelques 15 à 20 km de diamètre. Et surtout, si vous creusez la Terre, il y a une couche d'iridium. Il y a 65 milliards d'années sur la Terre, parce qu'on remonte dans le temps, si on creuse la surface de la Terre, bien sûr. Et l'iridium est un élément qui n'existe pas tellement sur la surface de la Terre, mais dans l'espace, dans la surface des astéroïdes. Donc, vous voyez, en connectant les deux, on pense qu'il y a un gros astéroïde qui a percuté la Terre pour tuer les dinosaures et les 3/4 des espèces vivantes. Et c'est bien sûr pas l'impact direct qui a tué les dinosaures, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, parce que la même chose arrivera si on lâche beaucoup de bombes atomiques sur notre planète. C'est donc l'impact a soulevé des tonnes de poussière dans l'atmosphère. Les poussières sont disséminées autour de la planète par les vents, et donc ça coupe la lumière solaire, la Terre se refroidit. Sans lumière, il n'y a pas de photosynthèse, donc les plantes périssent, et ça met en danger toute la chaîne du vivant, n'est-ce pas? Parce que nous mangeons les uns les autres à partir des plantes. Et donc, voilà, donc c'est pourquoi les 3/4 des espèces vivantes ont disparu. Et donc, mais à quelque chose malheur est bon, parce que nos ancêtres, qui sont des petits rats vivant dans des interstices, des rochers, ont survécu, et donc ils ont prospéré, donc, parce que les dinosaures, ils ne servaient plus de petit déjeuner aux dinosaures. Et donc c'est eux donc, ils ont mené donc un primate 29 décembre, et vous voyez les premiers hommes l'homme qui sait fabriquer des outils, c'est seulement 1h30 le dernier jour de l'année, avant le dernier jour de l'année.
l'homme qui a un sentiment d'une transcendance, de quelque chose qui dépasse la simple survie. Donc, par exemple, les peintures de Lascaux ou l'homme qui met des objets pour la sépulture, qui pense qu'il y a une vie après la mort. Donc, c'est seulement 1 minute avant la fin de l'année, vous voyez. La civilisation égyptienne avec laquelle j'ai commencé, c'est 10 secondes avant la fin de l'année. Les sages qui nous ont éclairés, et nous éclairent toujours de leur sagesse, donc Bouddha, donc il y a 2500 ans, c'est 5 secondes avant la fin de l'année. Le Christ, il y a 2000 ans, c'est 4 secondes avant la fin de l'année. La Renaissance, donc avec Galilée, Kepler, je vous ai raconté tout ça, une seconde avant la fin de l'année. Et puis maintenant, nous sommes à minuit, nous avons conquis l'espace, nous recherchons E.T. maintenant, mais l'intelligence étant en double tranchant, nous avons aussi acquis le pouvoir de détruire notre Terre et peut-être l'espèce humaine. Donc tout ça, c'est, vous voyez, rapetissement considérable dans l'espace et dans le temps. J'espère que vous êtes bien convaincus. Nous ne sommes plus le centre du monde. Ce qu'on a pensé jusqu'au XVIe siècle. Et donc, le rapetissement se poursuit de plus en plus. Maintenant, on pense que même notre univers n'est pas unique, mais qu'il y a des univers parallèles aussi. Alors, je n'ai pas le temps de m'attarder dans toutes ces théories. Hein. On peut en discuter plus tard, mais par exemple, dans le modèle inflationnaire de l'univers, chaque point de l'espace peut s'enfler pour donner un autre univers bulle. Donc, notre univers n'est qu'une bulle parmi, vous voyez, une infinité d'autres bulles parallèles. Hein. C'est ce qu'on appelle le multivers inflationnaire. Il y a aussi des théories qui se rapportent à la théorie des cordes. Nous vivons dans des brânes, il y a des brânes parallèles. Donc, chaque fois qu'il y a une collision de brânes, vous voyez, un Big Bang. Enfin, tout ça, ce sont des théories pour l'instant. Il n'y a absolument aucune vérification, observation mentale. Et puis, il y a une étrange interprétation de la mécanique quantique aussi, qui dit que chaque fois, parce que vous savez, la mécanique quantique décrit le réel en probabilité. Alors, il y a des gens qui sont levés contre la probabilisation probabilistique, la description probabilistique du réel, comme Einstein. Einstein dit Dieu ne joue pas au dé, il est complètement réaliste. Et donc, pour pallier à ça, certaines personnes ont dit que c'est absurde de dire qu'il y a 50% de chats morts et 50% de chats vivants. Alors, pour pallier à ça, ils divisent l'univers en deux. L'univers se bifurque. Il y aura un univers où le chat est 100% vivant et un univers où le chat est 100% mort. Vous voyez, mais il n'y a pas une probabilité des deux à la fois. Et donc, voilà. Donc ça se bifurque chaque fois que vous prenez une diffusion, ça devient une multitude d'univers. Donc, ça aussi, c'est une théorie bizarre. Pour l'instant, vérifiée, invérifiable. Et donc, voilà. Donc, multivers. Donc, alors maintenant, je vais donc je vous ai jusqu'ici montré toute la science. Et chacun est d'accord sur tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici. Maintenant, je passe plutôt au plan philosophique, au plan métaphysique, et peut-être aussi d'un pari plus personnel. Vous voyez. Et donc, maintenant, ça dépend, c'est plus une démonstration scientifique, mais plus un pari à la Pascal, je dirais. Pascal est un scientifique que j'admire beaucoup parce qu'il est non seulement un grand scientifique, hein, le père de probabilité, mais aux mesures du vide, etc. Mais aussi, il a profondément réfléchi sur la religion. Et donc, alors, que penser de tout ça? Alors, voilà c'est l'opinion de penseurs très distingués. Vous voyez, Pascal, qui au XVIIe siècle, ne connaissait certainement pas l'existence des galaxies, des milliards d'étoiles, etc., tout ce que je vous ai raconté. Et pourtant, il disait déjà le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Et puis, mais plus proche de nous,
il y a un grand biologiste français, prix Nobel de physique d'ailleurs, de biologie, de médecine, et qui dit dans son ouvrage Le hasard et la nécessité, il conclut de façon très pessimiste: l'homme est perdu dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. Donc l'univers n'a que faire de nous. Nous sommes ici par hasard et tout est hasard. Rien n'a de sens en quelque sorte. Et ce qui Weinberg aussi, ce qui dit Weinberg aussi, parce que lui, il a un prix Nobel de physique, et il dit: plus on comprend l'univers, plus nous apparaît dépourvu de sens. Donc, l'univers n'a aucun sens et notre existence n'a aucun sens et l'univers n'a que faire de nous. Donc, tout est hasard. Donc, voilà la réponse de ces grands penseurs. Mais pour moi, vous l'avez deviné, je ne suis pas tout à fait d'accord à ça. Moi, je pense au contraire que la cosmologie a réenchanté le monde et il a découvert l'ancienne alliance qui liait l'homme à l'univers. Alors, il y a deux arguments à ça, à mon argument. Il y a d'abord que l'homme est poussière d'étoiles, il est interdépendant avec le cosmos, la Terre et toutes les autres espèces vivantes. Oui, poussière d'étoiles, je vous ai dit tout à l'heure, si on s'est contenté, si l'univers s'est contenté de s'arrêter à l'hydrogène et l'hélium fabriqués dans le Big Bang, nous ne serons pas ici pour en parler. Donc il fallait inventer les étoiles. Et ce sont les étoiles qui fabriquent les éléments lourds indispensables à la vie et la conscience. Et donc c'est pourquoi nous sommes tous des poussières d'étoiles. Nous sommes les descendants des étoiles. Les étoiles sont nos ancêtres. Nous partageons tous la même généalogie cosmique. Nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des tournesols. Donc voilà. Donc c'est et ça a été démontré par un de mon professeur à Caltech, d'ailleurs, prix Nobel de physique, en 1957 seulement. Vous voyez, il a démontré de façon très, très précise tous les éléments de la table de Mendeleev, sauf donc l'hydrogène et l'hélium et un peu de lithium, beryllium. Mais tous les autres éléments, il a pu expliquer leur existence par la fusion nucléaire des étoiles. Et donc, nous sommes des poussières d'étoiles. Et puis l'autre argument dont je voulais parler, c'est que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour l'apparition de la vie et conscience. Alors je m'explique. De nouveau, je vous ai dit le rôle primordial des étoiles dans l'affaire, parce que ce sont eux qui fabriquent les éléments lourds. Alors si l'univers est tel qu'il ne peut pas fabriquer des étoiles, vous voyez, nous ne serons pas ici pour en parler. Donc ici, je voulais juste vous montrer des pouponniers stellaires. Donc il y a dans la Voie lactée, par exemple, il y a des objets de toute beauté, des endroits où les étoiles naissent constamment. Vous voyez, il y a environ une masse solaire qui naît par an dans la Voie lactée. Et donc, voilà, des étoiles nouvelles qui émergent. Je vais passer ça parce que ça, c'est la mort des étoiles. Et donc, je voulais vous revenir sur ce point aussi où l'intuition poétique rejoint, vous voyez, l'intuition scientifique, enfin, la démonstration scientifique, l'intuition poétique rejoint la démonstration scientifique. Et ça, c'est un poète anglais du XVIIIe siècle que j'aime beaucoup, c'est il s'appelle William Blake. Et vous voyez, regardez ce qu'il dit. Voir dans un univers, dans un grain de sable, et un paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Donc, si vous regardez un grain de sable, vous regardez donc des atomes de silicium, et donc vous voyez toutes les générations d'étoiles qui ont fabriqué ces atomes de silicium. Vous voyez, et donc vous voyez tout l'univers dans ce grain de sable. Et donc, voilà, donc il y a quelque part, ça rejoint exactement le message scientifique découvert seulement dans la fin des années 50. Et donc, je reviens sur l'autre argument, ça s'appelle le principe anthropique, donc, qui vient du mot anthropos, qui est homme. Donc, ne pas confondre avec anthropique, EN, parce que ça, c'est
une mesure du désordre. C'est la deuxième loi de la thermodynamique qui dit que le désordre doit toujours croître ou au moins rester constant. Mais donc ça, c'est pas ça. Ça, c'est un principe qui parle de l'apparition de l'homme. Alors je pense que c'est un peu trop justement anthropomorphique. Je pense que tous les arguments que je vais vous développer ici marchent pour E.T. aussi, une autre intelligence. Mais du moment qu'elle soit une intelligence consciente qui est capable de concevoir donc, la beauté et l'harmonie de l'univers. Donc, il faut savoir que les propriétés de l'univers sont déterminées par une quinzaine de constantes physiques. Donc, des nombres dans la nature comme ça, vous voyez, il y a une quinzaine environ. La vitesse de la lumière, je vous en ai parlé déjà. L'intensité des quatre forces, par exemple, la constante gravitationnelle, qui détermine l'intensité de la force gravitationnelle, elle est très, très, très faible. Et donc, en fait, cette constante est très petite. La constante de Planck, qui détermine la taille des atomes, la masse des particules élémentaires, enfin, tout ce qui fait le réel. Vous voyez, il y a environ une quinzaine. Nous mesurons les propriétés de ces paramètres très exactement dans le laboratoire, mais nous n'avons aucune théorie pour expliquer pourquoi elles ont la valeur qu'elles ont plutôt qu'une autre. Et donc, pour l'instant, nous les acceptons comme ça. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les conditions initiales de l'univers. Donc, en fait, c'est en quelque sorte les propriétés dont les faits ont doté l'univers à sa naissance, en fait. Et donc, par exemple, vous voyez la quantité totale de matière, le taux d'expansion initial, tout ça, ça détermine tout l'univers, toutes les propriétés de l'univers que nous voyons autour de nous maintenant. Et l'astrophysique moderne s'est aperçue que, non pas en recréant le Big Bang, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le faire en laboratoire, mais en faisant des modèles d'univers, vous variez une constante physique, vous variez une condition initiale et vous voyez si les étoiles peuvent se former ou non. Voyez. Et la réponse est extraordinaire parce que on s'aperçoit que si vous variez un tant soit peu la valeur d'une constante physique ou d'une condition initiale, les étoiles ne se forment pas et sans étoiles, il n'y aura pas d'éléments lourds et sans éléments lourds, il n'y aura pas de vie et conscience. L'univers sera vide et stérile. Et donc, en fait, bon, le degré de précision dépend des constantes physiques, mais bon, si je prends par exemple la densité de l'univers, qui est un exemple extrême, disons, vous voyez, le réglage de la précision de la densité initiale de l'univers doit être de l'ordre de 10 puissance moins 60. En d'autres termes, si vous changez la 61e décimale d'un chiffre, du chiffre qui représente la densité initiale de l'univers, son destin bascule. Vous voyez, il devient infertile en quelque sorte. Et il n'y aura pas d'étoiles qui se forment. Et donc, vous voyez, c'est un réglage d'une précision extrême. Je donne souvent l'exemple de la précision que ça doit amener pour certains constants physiques. C'est la précision que doit exercer un archer. Si vous voulez planter une flèche dans un site d'un centimètre carré qui est comme ça, vous voyez, mais qui serait placé aux confins de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Donc, vous voyez la précision que vous avez besoin pour certaines constantes physiques. Alors, que penser de ces réglages, ce réglage extrêmement précis? Je voulais aussi, avant de partir sur ça, dire que le principe anthropique dit que l'univers tend vers l'homme, mais moi je pense que c'est trop anthropomorphique. En fait, E.T. fera l'affaire. Hein. Si du moment qu'il y a une conscience capable d'appréhender l'univers, mais jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme de conscience que nous connaissons, donc c'est nous qui portons la responsabilité de donner un sens à l'univers. Et donc le choix physique, selon moi, hein, pour reprendre les deux termes de Jacques Monod, c'est soit le hasard ou la nécessité. Alors la science ne peut pas distinguer entre ça. C'est vraiment un pari que vous devez faire selon votre propre sensibilité. Parce que si vous aimez le hasard, vous voyez, vous dites que tout est hasard, rien n'a de sens,
nous sommes là par hasard, tout est hasard. Et donc, c'est parfaitement possible. Il suffit, je vous ai démontré tout à l'heure, il suffit de postuler un multivers, des univers parallèles. Et donc, dans la vaste majorité de ces univers parallèles, la combinaison est perdante. Et donc, les étoiles ne se forment pas, donc pas de vie, pas de conscience. Sauf dans le nôtre où, par hasard, vous voyez, la combinaison gagnante est sortie, nous sommes le gros lot en quelque sorte. Donc, c'est comme si vous allez acheter un billet de loterie, vous voyez. Par hasard, vous achetez le billet où la combinaison est gagnante. Mais il faut enfin, pas une infinité, mais beaucoup de billets de loterie, bien sûr, qui perdants aussi. Et ici, c'est la même chose. Donc, si vous postulez au moins 10 puissance 60 univers parallèles, c'est possible d'invoquer le hasard, tout est hasard. Mais si vous invoquez un seul univers, bon, je pense que, ou la nécessité, donc je pense qu'il faut un principe dès le début pour régler les constantes physiques et les conditions initiales. Alors je précise tout de suite que pour moi, ce principe créateur n'est pas un Dieu barbu, personnifié, qui s'occupe de nos affaires quotidiennes chaque jour, etc. Donc, ce n'est pas ça. C'est vraiment la manifestation des lois de la nature. J'observe, vous voyez, à mon télescope, cette beauté, cette harmonie du cosmos. Et pour moi, c'est vraiment les lois physiques, en fait, qui se manifestent à travers ce principe. Donc, c'est un principe panthéiste à la Spinoza et Einstein. Vous voyez? Et par exemple, je cite Albert Einstein, « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, non à un Dieu concerné par le dessein et les actions des hommes. » Donc, voilà. Donc, c'est mon procès. C'est pas un Dieu barbu, bien sûr, personnifié. Alors, puisque je pariais ça, je pariais sur la nécessité, je voulais vous dire un peu mes raisons aussi. Alors, je serais curieux de savoir quel est votre pari pascalien et pourquoi vous avez choisi le hasard ou la nécessité. Mais moi j'ai choisi le hasard parce que d'abord, l'hypothèse multivers, je pense jusqu'à nouvel ordre, n'a aucune vérification occidentale et je ne vois pas comment, en fait, on va voir. Parce que pour l'instant, vous savez, à cause de la vitesse finie de la lumière, on peut voir que l'univers est observable. Donc l'univers, donc le temps, les galaxies dont la lumière a eu le temps de nous parvenir pendant les 13,8 milliards d'années. Les galaxies qui sont plus loin, dont la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir, nous ne le voyons même pas. C'est noir dans l'autre direction. Donc, donc nous ne voyons même pas tout notre univers. Alors, parler de voir des univers parallèles, c'est autre chose. Moi, c'est encore plus difficile. Et bon, il y a des gens qui disent peut-être dans le rayonnement fossile, par exemple, dans la collision de Brane, il y a peut-être des traces, mais bon, pour l'instant, je n'y crois pas parce qu'il y a d'autres hypothèses qui peuvent expliquer ce genre de fluctuation dans le rayonnement fossile, enfin le rayonnement qui reste du Big Bang, vous voyez, qui englobe tout l'univers. Donc, le multivers est non observable pour moi, qui est un observateur, c'est difficile d'accepter ça. Et puis, bon, le rasoir d'Occam, c'est le principe de simplicité. Vous voyez, un philosophe du XIe siècle qui dit que, en résumé, pourquoi faire compliqué si on peut faire simple? Pourquoi inventer 10 puissance univers parallèles, tous vides et stériles, juste pour avoir un qui contiendrait par hasard donc la vie et la conscience? Donc, ça va contre le principe de simplicité. Bon, il y a la beauté. Ça, c'est de l'ordre personnel, plus émotionnel en quelque sorte. Quand j'observe le cosmos à travers mes télescopes, c'est difficile de croire que, vous voyez, cette beauté, cette organisation que je ressens profondément, que tout est hasard, que rien n'a de sens, en fait. Donc ça, mais bon, ça, c'est pas un argument rationnel, c'est plutôt un argument émotionnel. Et puis, dans l'harmonie, les lois ne varient
Donc il y a l'harmonie, les lois physiques ne varient ni dans l'espace ni dans le temps. Je peux très bien imaginer un univers où les lois, vous savez, varient d'endroit en endroit. Et certainement, ce n'est pas le cas. Vous voyez, ça m'étonne toujours, d'ailleurs, que quand je décompose la lumière d'une lointaine galaxie qui est partie il y a plus d'une dizaine de milliards d'années, bon, je vois les mêmes éléments, vous voyez, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, etc. Avec la même physique atomique, je peux comprendre la même lumière. Donc, il y a des expériences qui montrent que les constantes physiques n'ont pas varié en remontant le temps. Parce que je vous ai dit, il suffit de regarder très loin pour remonter le temps, pour voir si la constante, par exemple, de Planck ou la vitesse de la lumière a varié et tout ça, mais jusqu'ici, on n'a rien. Il y a une harmonie extraordinaire dans l'univers. Et puis, bon, il y a tout envers l'un aussi, c'est ça, l'unité. Vous voyez, à mesure que la science progresse, tout semble tendre vers un. Vous voyez, par exemple, je vous ai dit, Aristote pensait que le ciel et la terre étaient gouvernés par des lois différentes. Alors, j'ai dit que Newton a démonté ça en disant que c'est la même loi de gravité qui dicte la chute des pommes dans le verger que le mouvement de la Lune autour de la Terre, par exemple. Et au XIXe siècle, on pensait que l'électricité et le magnétisme, c'est des phénomènes complètement différents. Le physicien écossais James Maxwell démontre que c'est exactement le même phénomène, en fait, ce qu'il appelle l'électromagnétisme. En générant un courant électrique, vous générez un champ magnétique, et en déplaçant un aimant, vous générez un courant électrique. C'est le principe des moteurs, d'ailleurs. Et donc, vous voyez, l'électricité et le magnétisme sont unifiés. Et ils unifient encore plus, ils unifient en même temps l'optique, parce qu'ils démontrent que les ondes électromagnétiques se propagent exactement à la vitesse de la lumière. Donc, les ondes électromagnétiques sont des ondes lumineuses. Ça aussi, c'est extraordinaire. Et l'espace-temps, bon, Newton pensait que l'espace-temps était des entités complètement séparées. Bon, Einstein, bien sûr, démontre que c'est un couple bien soudé. Si vous allez proche de la vitesse de la lumière, vous vous approchez d'un champ de gravité extrême, bien sûr, le temps va ralentir, l'espace va se contracter exactement du même facteur, en fait. Et donc, l'espace et le temps sont liés. Et maintenant, je vous ai dit qu'il y avait 4 forces qui déterminent tout le monde entier. Et on pense qu'au début, il faisait qu'une seule force, une super force. Ils se sont unifiés en une seule force. Et donc, c'est cette théorie de tout qui essaie d'unifier les 4 forces. On a déjà unifié la force électromagnétique et la force faible, par exemple. On a trouvé les particules qui correspondent donc à la force qu'on appelle électrofaible. Mais il y a des suggestions que la force forte est compatible avec, peut être unifiée à la force électrofaible aussi. Donc, vous voyez, il y a harmonie, beauté, unité. Tout ça, pour moi, c'est pourquoi je parie contre le hasard et pour la nécessité. Et donc, pour terminer, donc, je parle donc de notre responsabilité. Je vous ai dit que nous sommes rapetissés beaucoup par rapport à l'univers, à la fois dans l'espace et le temps, mais nous avons un rôle important à jouer. Nous donnons, en comprenant l'univers, en appréhendant sa beauté, son harmonie, vous voyez, nous donnons un sens à l'univers. Et il nous importe de ne pas créer du non-sens en rendant la Terre invivable et en nous auto-détruisant. Voilà. Merci. Ouais.